ma qualité de président par intérim qui a convoqué et conduit les travaux, j'ai insisté sur la nécessité pour nous tous de rester attachés et conformes au texte que nous nous sommes donnés. Ces textes commandent un certain nombre d'attitudes et ces textes commandent que lorsque nous voulons donner des sanctions à certains de nos camarades, lorsque nous devons constater des départs, que nous les fassions suivant des procédures régulières, conformes au statut, conformes au règlement intérieur. Et en ma qualité de président, j'avais à insister pour que ces dispositions soient respectées. Malheureusement, ceux qui avaient un agenda différent de l'agenda des militants du parti, et ceux qui étaient mandatés par une ou des personnes de l'ombre, ont cru devoir tordre le cou à nos procédures. C'est ainsi que, après avoir convoqué les travaux, après les avoir présidés, j'ai observé qu'il y avait un peu de perturbation dans la salle à un moment donné, et j'ai levé la séance. Il y a eu une volonté de tordre le cou à nos dispositions pour faire une marche forcée vers le remplacement ou la nomination de certaines personnes en toute violation de nos dispositions réglementaires et statutaires. Lorsque cette séance a été levée, il s'est trouvé des gens pour faire autre chose. Il paraît que l'organisation, qu'ils auraient nommé un autre président. Je voudrais simplement faire dire et rassurer tous nos militants que le président de notre parti a démissionné. Un président par intérim est en place. Les formalités et les diligences seront faites pour que un nouveau président soit désigné en remplacement du président démissionnaire. Éric Ndoundete reste et demeure le président par intérim du parti jusqu'à ce que une session extraordinaire convoquée à cet effet connaisse de la suite de la procédure. Le lancement de la politique régionale de santé communautaire de la CEDEAO marque une étape importante dans la vision d'un système de santé plus proche des populations. Car une population en bonne santé est une population plus productive, plus résiliente et mieux préparée à contribuer à la croissance économique et sociale de la région. C'est d'ailleurs dans cette logique que le représentant de la CEDEAO au Bénin insiste sur le lien étroit entre santé et développement du capital humain. Nous le savons tous, aucun développement, aucune amélioration n'est possible sans des hommes et des femmes ainsi que des enfants en mesure de se tenir debout, c'est-à-dire en bonne santé. C'est cela qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes une organisation d'intégration et donc appelés à une liberté totale de circulation. Cela veut dire que nous circulons aussi avec, bien sûr, nos amis, les germes et autres. Ce qui est naturel, donc, dans un cadre d'intégration. Et la meilleure façon, justement, de nous intégrer, c'est de savoir aussi que nous sommes effectivement affectés par les mêmes maladies, les mêmes menaces. Avoir une politique de santé communautaire n'est que quelque chose de naturel à l'échelle de ce à quoi nous nous destinons, c'est-à-dire une région unique. Cette politique régionale de santé communautaire est une innovation, selon le représentant des partenaires techniques et financiers. Quand on voit les indicateurs de santé, c'est que les États ont beaucoup investi du côté de l'offre. Mais comme j'ai dit, les derniers miles, c'est là où la santé commune joue un rôle très important. C'est les derniers miles
aller vers les communautés, traquer les enfants, traquer les femmes enceintes, essayer de faire de sorte que les services de santé puissent les accéder, qu'ils puissent accéder à ces services. C'est là où la santé communautaire est une innovation. Et en tout cas, on l'a découvert ici au Bénin, on l'a vu comment ça marche, et d'autres pays aussi de la région. La représentante du ministre de la Santé n'a pas manqué dans son adresse d'énoncer l'aspect positif de cette politique. La santé communautaire constitue désormais l'un des leviers stratégiques majeurs pour bâtir des systèmes de santé résilients, équitables et performants en Afrique de l'Ouest. Elle permet de rapprocher les services essentiels des populations, de réduire les inégalités d'accès aux soins, d'agir précocement sur les déterminants sociaux de la santé et de renforcer la confiance entre les citoyens et les systèmes sanitaires. Mesdames et messieurs, chers invités, la politique régionale de santé communautaire constitue un accélérateur essentiel vers la couverture sanitaire universelle. La santé communautaire représente ainsi le premier rempart contre les décès évitables, notamment en matière de mortalité maternelle et infantile, contribuant directement à l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 3. Le Bénin se réjouit de contribuer activement à cette dynamique régionale. Voici donc l'objectif de cette politique. L'ambition de la CEDEAO est claire. Faire de la santé communautaire le pilier opérationnel des soins de santé primaires dans notre région. Non plus au dernier kilomètre, comme on le dit souvent, mais surtout et désormais au cœur de chaque ménage, de chaque famille, dans chaque maison. Avec cette politique, nous devons désormais avoir une vision partagée, des normes harmonisées, des outils opérationnels, une feuille de route claire, consensuelle et applicable. Après le lancement, s'en est suivi la remise symbolique des documents de PRSC aux représentants des pays membres de la CEDEAO. Une cérémonie qui a connu la présence de différentes personnalités intervenant dans le domaine de la santé communautaire. Une année particulière, une année dense, une année de transformation, car en 2025, on aura révélé l'institution. 2025 aura été bien plus qu'un exercice. Elle aura marqué le CES en mouvement. Un conseil économique et social régi désormais par une nouvelle loi organique a engagé une dynamique claire. Se rapprocher des populations, renforcer son utilité, affirmer sa place dans l'architecture institutionnelle. Et c'est à l'aune de cette ambition que doivent être lus les résultats que je vais vous présenter. Premièrement, une activité interne intense et structurante. Nous avons d'abord consolidé le fonctionnement de notre institution. Le règlement intérieur a été adopté, les commissions ont été mises en place, les instances ont régulièrement fonctionné. Mais au-delà des chiffres et des réunions, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Le Conseil a travaillé. Il a travaillé utile. Quel bilan nous pouvons tirer? Sur 32 activités programmées, 31 ont été réalisées. La 32e activité était celle du compte rendu à faire au chef de l'État, et nous l'avons fait. La 32e activité a donc été réalisée, sauf que c'était en 2026. Nous avons donc un taux de réalisation au 31 décembre 2025 de 96,87% et à ce jour de 100%. Au-delà des chiffres, la vraie question est, avons-nous été utiles? La réponse est oui. Merci beaucoup. Parce que le Conseil est aujourd'hui plus actif, plus visible, plus proche des populations, mais nous devons rester lucides. Des difficultés subsistent. Manque de ressources humaines dans nos départements.
besoins en compétences techniques, insuffisance de moyens logistiques, infrastructures à moderniser. Ces défis sont réels, mais ils ne doivent pas nous freiner. Nous avons su travailler avec les moyens dont nous disposons et nous sommes prêts à continuer. Nous allons passer de l'institution en mouvement à une institution pleinement performante, car il nous a été dit à la salle des ambassadeurs que notre institution est désormais éternelle. Elle est désormais éternelle, ça ne veut pas dire que nous avons fini. Souvenez-vous, on nous a dit qu'il fallait montrer que ce n'était pas l'euphorie d'une nouvelle dynamique. Ces mots sont restés et nous devons y travailler. Cela suppose donc de renforcer les capacités, d'améliorer les conditions de travail, de consolider notre impact. Mesdames et messieurs, l'année 2025 aura été une année de transformation. Nous avons posé les bases, nous avons engagé la dynamique, nous avons démontré notre capacité à agir. Mais le plus important reste à venir. Car une institution ne se juge pas seulement à ce qu'elle fait, mais à ce qu'elle change. Ils tiennent entre leurs mains bien plus qu'un simple parchemin. 2553 artisans formés dans 10 corps de métier constituent la cohorte 2025 du programme Arche Formation, un programme ambitieux du gouvernement béninois. Techniques améliorées, méthodes de travail modernisées, notions de gestion, autant d'acquis qui visent à accroître la productivité et la compétitivité de ces professionnels. Aujourd'hui, nous, artisans, comprenons que notre savoir-faire est une richesse qui doit s'améliorer, grandir. Grâce à ces programmes de formation pratique, nous sommes mieux préparés à innover, à répondre aux exigences de notre monde moderne, aux exigences de nos clients et à contribuer au développement de notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, nous prenons un engagement. Mieux faire, travailler avec rigueur, être des ambassadeurs de la qualité. Le Bénin a besoin d'artisans compétents, mais surtout d'artisans engagés. La cérémonie sobre mais significative a réuni cadres socio-professionnels, membres du gouvernement, ainsi que le président du Conseil économique et social du Bénin. À travers Arche Formation, l'État béninois fait le choix d'investir dans le capital humain comme levier de développement. L'objectif est clair, permettre aux artisans de mieux structurer leurs activités et de s'insérer durablement dans le tissu économique. Le Bénin a besoin d'artisans riches. Le Bénin a besoin d'artisans riches et parmi eux d'artisans très riches. Et c'est notre défi. Et dans les pays riches comme la Suisse, comme l'Allemagne, comme l'Italie, le moteur de la croissance, de la richesse, de la production, de la richesse, c'est le secteur de l'artisanat. Et les plus riches, c'est les artisans. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, on pense que c'est nous autres, fonctionnaires, serviteurs de l'État, qui avons des salaires. J'ai l'habitude de le dire, et je n'aurais pas honte de le dire. Si vous connaissez un seul fonctionnaire qui est riche, pardonnez-moi le terme, c'est un voleur. Lancé en 2021, la phase pilote du programme s'achève avec des résultats mesurables. Au total, 8853 artisans ont été formés dans 8 départements couvrant une vingtaine de métiers. Ce sont plus de 8500 artisans qui ont déjà bénéficié de renforcement de capacité dans une vingtaine de métiers grâce à un dispositif structuré mobilisant centres de formation qualifiés, formateurs expérimentés et même des experts internationaux. En 2025, plus de 2500 artisans et artisans ont bénéficié de renforcement de capacité avec 20% de théorie, 80% de pratique dans les métiers de la transformation agroalimentaire. Votre présence
massive aujourd'hui témoigne de ce que les artisans béninois ont pleinement adhéré à ce programme. Chaque appel à candidature enregistre un engouement remarquable. Preuve que vous avez compris que la formation est désormais la clé de votre compétitivité, de votre succès. Au-delà des chiffres, l'enjeu reste l'autonomisation socio-professionnelle. En renforçant leurs capacités, ces artisans disposent désormais de meilleures marges d'action pour développer leurs activités et améliorer leurs conditions de vie. Prochaine étape, la généralisation du programme en 2026. Une phase qui devrait élargir l'accès à cette formation à plus de bénéficiaires sur l'étendue du territoire national. Après 3 années d'apprentissage, de sacrifice et de créativité, ces étudiants touchent enfin du doigt la consécration, le diplôme. Lorsque vous formez quelqu'un, vous devez à un moment donné les libérer. Les libérer, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, suite à leur soutenance il y a une semaine. Un parchemin certes, mais surtout le symbole d'un combat mené avec passion dans l'univers exigeant de la mode. Ce sont des étudiants qui étaient vraiment déterminés, dévoués, travailleurs. Donc du coup, je suis vraiment fière, ravie de les libérer. Dans une ambiance à la fois solennelle et festive, parents, amis, sympathisants et amoureux de la mode ont répondu présents pour célébrer ces nouveaux créateurs. L'émotion est palpable, les regards sont fiers, les sourires sincères. C'est un moment de joie pour moi, de dire félicitations à ces enfants et de les laisser partir avec une grande fierté. Mais avant de recevoir officiellement leur diplôme, les impétrants ont tenu à faire parler leur talent. Sur le podium improvisé pour la circonstance, les mannequins défilent avec élégance, sublimant les créations issues des soutenances. Chaque tenue raconte une histoire. Les tenues prennent vie, les couleurs dialoguent et le public conquis applaudit à chaque passage. Voici Adia. Création Sierrelis, une étudiante de l'ISM et nous pouvons être en réunion l'étudiante en Muriel, voilà sa création. Voilà sa tenue. Récipiendaire. La saga des coups. C'est un véritable spectacle de savoir-faire, une vitrine du génie créatif de cette nouvelle génération de stylistes béninois. La scène a également vibré au rythme des prestations artistiques, ajoutant une touche de chaleur et de célébration à cette cérémonie déjà riche en émotions. Pour ces étudiants, le passage à l'Institut secondaire de Mode Lamaf Bénin est loin d'avoir été vain. Bien au contraire, ces années ont été une véritable école de vie marquée par l'acquisition de compétences solides, de connaissances pointues et d'une expérience humaine inestimable. Ce jour marque la fin d'un chapitre important de notre vie, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Et si nous sommes ici aujourd'hui, fiers, formés
est prêt à affronter le monde professionnel du stylisme, modélisme, c'est en grande partie grâce à vous, Madame la directrice. Vous avez été plus qu'une simple responsable d'établissement pour nous. Vous avez été un guide, une conseillère, une source d'inspiration. Et même pour beaucoup d'entre nous, une véritable mère. Par votre patience, votre exigence, vos conseils et votre engagement, vous nous avez appris la rigueur, la créativité, la persévérance et surtout la confiance en nous. Une chose est sûre, la MAF Bénin vient une fois encore de mettre sur le marché une nouvelle vague de talents prête à faire rayonner la mode béninoise au-delà des frontières. La séance plénière de ce lundi 23 mars 2026 s'inscrit dans le cadre de la première section ordinaire au titre de l'année du Conseil économique et social. L'institution, dans sa quête de nouvelles solutions pour une meilleure mobilité au Bénin, a sollicité 2 experts du ministère du cadre de vie et des transports pour de fructueux échanges. L'objectif est clair, échanger autour des thématiques liées au système de transport urbain, interurbain et de mobilité durable au Bénin afin de trouver des pistes d'amélioration. Le Conseil économique et social ce jour pour entretenir avec une communication sur le décryptage et le diagnostic du système des transports urbains et interurbains. La communication a porté sur le cadre juridique, le cadre institutionnel, l'état des transports urbains et les défis et quelques recommandations. Face aux multiples projets initiés au Bénin dans la lignée de la mobilité, des défis persistent. Nous avons d'abord présenté, essayé de définir le contexte de la mobilité, ce qu'on n'entend pas mobilité, parce que ça reste quand même un thème technique qui a un contenu bien précis. C'est vrai qu'on a tendance à faire des amalgames en confondant ou en assimilant tout simplement la mobilité au transport. Mais l'un ne veut pas dire l'autre. Nous avons essayé de faire une présentation contextuelle, de donner les bases de définition et puis toutes les bases réglementaires légales qui encadrent la question de la mobilité dans notre pays. Après, nous avons passé en revue les différentes politiques nationales qui existent au niveau du pays et qui soutiennent donc les stratégies de mobilité pour voir comment est-ce que la question de mobilité est adressée au niveau de ces stratégies. Nous avons donc passé en revue les principales, le programme d'action du gouvernement, le plan national de développement et la stratégie sectorielle du ministère. Et nous en sommes venus à la conclusion que de manière très franche, la question de mobilité n'est pas totalement adressée. Le gouvernement fait aujourd'hui des efforts énormes pour améliorer les conditions de circulation, de transport au Bénin. On a également présenté certains projets comme le projet Bénin Taxi, qui a été également un projet mis en place dans une dynamique de mobilité, en faisant ressortir un peu les insuffisances de chacun de ces projets-là. Et avant de retomber sur aujourd'hui le grand projet du Bénin sur la mobilité, qui est le projet de mobilité urbaine dans le Grand Nokoué. Avec cette séance plénière de ce lundi, les conseillers repartent mieux outillés pour de pertinentes suggestions au gouvernement en vue d'une meilleure amélioration du transport et de la mobilité au Bénin.